Il avait construit des marionnettes en son honneur, mais on dit que son chagrin les avait ensorcelés, donnant vie à ces créatures de bois. Les histoires de rivières ensorcelées sont monnaie courante en Martinique, mais celle de la rivière de Font-Saint-Denis est peut-être la plus troublante de toutes. Ceux qui vivent non loin de cet endroit savent qu'il vaut mieux ne pas s'y aventurer à la tombée de la nuit. Les anciens racontent qu'une mystérieuse femme, née de l'eau même, hante ces rives, cherchant des âmes égarées à entraîner dans les profondeurs sombres. Cela remonte à une nuit étoilée de janvier, il y a plusieurs décennies, quand deux amis inséparables, Théo et Mathieu, décidèrent de se rendre à la rivière après une fête de village. Ils avaient bu quelques verres, ri de mille histoires, et l'idée de s'aventurer dans le noir leur semblait un défi amusant. Les rires des jeunes hommes résonnaient entre les arbres, et ils ne prêtaient aucune attention aux avertissements que les anciens leur avaient donnés, ne dérangez pas la rivière quand la lune est haute, ou elle vous réclamera pour toujours. Le courant était paisible ce soir-là, et l'eau miroitait sous la lumière de la lune. Théo se déchaussa et mit un pied dans l'eau, riant comme un enfant. Mais Mathieu, lui, s'arrêta net. Une mélodie douce et envoûtante s'élevait de nulle part, une voix féminine chantant une ballade d'une tristesse infinie. « Tu entends ça » demanda-t-il, les yeux écarquillés. Théo se moqua de son ami, lui disant qu'il avait sûrement trop bu. Pourtant, la chanson devint plus claire, une mélodie qui semblait les envelopper. Puis elle apparut, une femme d'une beauté irréelle, ses longs cheveux noirs dégoulinant d'eau, sa robe fluide et translucide comme la brume qui flotte sur les rivières. Elle les fixait avec des yeux qui paraissaient pleurer, et sa voix s'infiltrait dans leur esprit comme un poison doux. Théo, le sourire figé sur son visage, s'avança vers elle, comme s'il était en transe. Mathieu, pris de panique, essaya de le retenir, mais c'était comme si une force invisible les séparait. « Théo, ne va pas là-bas » cria-t-il, désespéré, tandis que son ami entrait plus profondément dans l'eau, guidé par la créature. Le courant paisible devint soudain sauvage, tourbillonnant autour de Théo, qui ne semblait même pas se débattre. La femme aquatique le prit par la main, et avec un sourire mélancolique, elle l'entraîna sous la surface. Mathieu hurla, plongeant à sa suite, mais il ne trouva rien. L'eau était redevenue calme, et Théo avait disparu sans laisser de traces. Ce n'est que bien plus tard, le visage pâle et les yeux vides, que Mathieu fut retrouvé par des villageois. Il répétait en boucle que la rivière l'avait pris, et que jamais il ne reverrait son ami. Depuis cette nuit, les habitants de Font-Saint-Denis laissent toujours des offrandes près de la rivière, des fleurs, des pièces de monnaie ou des coquillages. Ils disent que c'est pour apaiser l'esprit de la femme des eaux, pour qu'elle ne prenne pas d'autres âmes. Mais ceux qui ont vu Mathieu après cet événement, l'homme devenu silencieux et hanté par un chagrin éternel, savent que rien ne peut vraiment calmer la rivière enchantée. On raconte que, certains soirs, la même mélodie se fait encore entendre, un doux appel qui ne promet que la disparition. Tout le monde aux Mornes Rouges connaît l'histoire des bêtes étranges qui parcourent les prairies la nuit. Ce n'est pas seulement un conte inventé pour effrayer les enfants désobéissants, c'est une légende que les éleveurs murmurent entre eux, les soirs où la lune éclaire les collines. Ils parlent de troupeaux ensorcelés, animaux aux yeux enflammés, rendus fous par des esprits anciens qui hantent ces terres. C'était une de ces nuits où le vent sifflait à travers les arbres, apportant avec lui des murmures comme des souvenirs oubliés. Un homme du coin, Émile, un agriculteur robuste d'une cinquantaine d'années, avait passé la journée à réparer les clôtures autour de ses enclos. Il était fier de son bétail, des vaches bien nourries qui lui assuraient un bon revenu. Mais cette nuit-là, alors qu'il dormait paisiblement, un cri rauque déchira le silence, un cri d'animal blessé qui fit trembler sa maison. Émile se leva d'un bond, attrapa sa vieille lampe de poche et sortit dans l'obscurité. Le ciel était noir, la lumière des étoiles à peine visible derrière les nuages qui s'amoncelaient. En approchant de son enclos, il sentit son cœur battre plus fort. Ces vaches ne se tenaient pas calmement comme à leur habitude. Non, elles couraient en cercle frénétique, leurs yeux luisant d'une étrange lueur rouge. Un mugissement guttural, presque inhumain, sortait de leur gorge, un son que même les plus anciens de la région n'auraient pas pu expliquer. Il y avait une odeur dans l'air, quelque chose de métallique, de brûlé, qui fit frémir Émile.
Il s'approcha lentement, la lumière tremblotante de sa lampe révélant un spectacle qu'il n'oublierait jamais. Ces vaches semblaient posséder, leur peau frémissante, leurs muscles tendus comme des arcs. Certaines d'entre elles frappaient la terre de leurs sabots, creusant des trous comme si elles essayaient de s'échapper de quelque chose, ou peut-être de se libérer de quelque emprise maléfique. Soudain, un cri résonna, un rire aigu qui semblait provenir de nulle part et de partout à la fois. Émile sentit la peur le paralyser. « Qui est là » hurla-t-il, sa voix se perdant dans l'écho des collines. Mais personne ne répondit, si ce n'est ce rire dément qui s'amplifiait. Puis, il vit une silhouette sombre se dessiner derrière l'enclos, une forme floue qui semblait fondue dans la brume. La figure se balançait d'un côté à l'autre, chuchotant des mots qu'il ne comprenait pas. Terrifié, Émile tomba à genoux, priant tous les saints qu'il connaissait. La silhouette s'évanouit soudainement, tout comme la lueur rouge des yeux du bétail. Les vaches tombèrent au sol, haletantes mais redevenues normales, comme si rien de tout cela ne s'était passé. Tremblant de tous ses membres, Émile se releva difficilement, jetant un dernier regard vers les collines avant de s'enfermer dans sa maison, les fenêtres barricadées. Au matin, il raconta son histoire aux voisins, et les anciens hochaient la tête avec gravité. « C'est l'esprit des collines » murmura l'un d'eux. « Parfois, il cherche des proies, et cette nuit, il a choisi ton bétail. » Depuis, Émile ne laisse jamais ses bêtes sans surveillance les nuits où le vent souffle trop fort. Car il sait, comme tous ceux du Morne Rouge, que les forces mystérieuses qui errent dans l'obscurité sont toujours prêtes à posséder ce qui est vulnérable. À Sainte-Anne, les nuits sont souvent baignées par la douceur des alizés et le clapotis des vagues contre le rivage. Mais il y a une légende qui vient troubler cette tranquillité, celle du tambour mystérieux, un rythme qui résonne dans l'obscurité sans qu'on ne voie jamais de joueur. On raconte que ce tambour annonce des événements malheureux, et ceux qui l'entendent savent qu'il vaut mieux prier pour ne pas être la prochaine victime de son appel. Tout cela remonte à une nuit où Emmanuel, un jeune pêcheur du village, revenait de sa pêche tardive. Le ciel était sans lune, et la mer était calme. Il tirait son petit bateau sur le sable, fatigué mais satisfait de sa prise, lorsqu'un son lointain parvint à ses oreilles. Un tambour. Les premières notes étaient faibles, presque confondues avec le bruit des vagues, mais elles devinrent plus distinctes, s'amplifiant comme si elles venaient de l'intérieur de la forêt voisine. Emmanuel fronça les sourcils. Un tambour, à cette heure ? C'était absurde. Personne n'organisait de fête ou de cérémonie en pleine nuit, et même les célébrations les plus bruyantes de Sainte-Anne se terminaient bien avant minuit. Curieux mais un peu inquiet, il avança, ses pieds nus enfonçant doucement le sable froid, son cœur battant un peu plus fort à chaque pas. Il longea la plage jusqu'au début des sentiers qui menaient vers l'intérieur de l'île, le son devenant plus pressant, plus profond, comme un battement de cœur. Il s'arrêta là, hésitant. Le tambour s'arrêta aussi, laissant un silence si lourd qu'Emmanuel crut sentir la forêt elle-même retenir son souffle. Puis, soudain, le rythme reprit, rapide, frénétique, comme si quelqu'un le jouait avec une urgence surnaturelle. Emmanuel sentit un frisson parcourir son échine. Une légende que lui racontait son grand-père lui revint en mémoire, celle des esprits des guerriers anciens qui jouaient le tambour pour prévenir les vivants d'un danger imminent ou rappeler les âmes des pécheurs imprudents. Il voulut faire demi-tour, mais il vit alors une lumière tremblotante, comme une flamme de bougie, danser au loin. Ses mains tremblèrent, mais il sentit aussi une étrange fascination, une envie d'en savoir plus. Il avança de quelques pas dans la forêt, et c'est là qu'il la vit, une silhouette floue, drapée de blanc, un homme grand et imposant, tenant un tambour dans ses bras. Ses mains frappaient la peau de l'instrument avec une intensité impossible, mais ses yeux étaient vides, comme s'il ne voyait pas le monde des vivants. Emmanuel recula lentement, la peur lui tordant les entrailles. « Ne reste pas ici » murmura une voix derrière lui. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Le tambour s'arrêta de nouveau, et cette fois, un vent glacial balaya les feuilles autour de lui, faisant frémir les branches comme si la forêt elle-même voulait le chasser. Il ne demanda pas son reste, il courut jusqu'à la plage, s'élança dans son bateau, et pagaya jusqu'à ce qu'il soit loin du rivage, hors d'atteinte de ce tambour. Le lendemain matin, les villageois trouvèrent Emmanuel, les yeux écarquillés de terreur, tenant toujours sa rame comme un bouclier.
Il leur raconta ce qu'il avait vu, et les anciens hochaient la tête avec gravité. « Le tambour de Sainte-Anne, dirent-ils. Il t'a prévenu de quelque chose, jeune homme. Fais attention, et sois reconnaissant qu'il t'ait laissé partir. » Depuis cette nuit, Emmanuel n'est jamais retourné pêcher aussi tard. Et à chaque nouvelle lune, quand la brise se lève et que le village s'endort, certains disent qu'ils entendent encore ce tambour, un son lointain qui résonne dans les profondeurs de la forêt, rappelant aux habitants de Sainte-Anne que les anciens esprits veillent, prêts à frapper leur rythme pour protéger ou pour avertir les vivants. Il y a quelque chose de solennel, presque apaisant, à propos des cimetières en plein jour. Les pierres tombales sont rangées, les fleurs déposées en hommage ajoutent des touches de couleur, et le vent semble murmurer doucement des prières oubliées. Mais la nuit, tout change. Le cimetière de Casse-Pilote devient un endroit que même les plus courageux évitent, car c'est alors que commence l'histoire des voix. Un soir, bien après le coucher du soleil, Marie-Ange, une femme d'une quarantaine d'années connue pour son pragmatisme et son scepticisme envers les légendes, traversait le village. Elle revenait d'une soirée chez des amis et avait décidé de prendre un raccourci à travers le cimetière. « Ce ne sont que des pierres et de la terre », avait-elle toujours dit en riant, lorsqu'on lui conseillait de ne jamais passer par cet endroit la nuit. Le silence régnait, un silence si épais qu'il semblait étouffer ses pas sur le gravier. Mais Marie-Ange n'était pas facilement impressionnable. Elle continua d'avancer, les yeux rivés sur la sortie de l'autre côté, pressée de rentrer chez elle. C'est alors qu'elle l'entendit. Une voix douce, presque un murmure, qui prononçait son nom avec une lenteur glaciale, Marie-Ange. Marie-Ange. Elle s'arrêta net, un frisson parcourant son échine. La voix était trop claire pour être le produit de son imagination. « Qui est là ?» demanda-t-elle, tentant de maintenir son calme. Elle n'eut que le silence pour réponse, mais ses jambes se mirent à trembler. Puis, de nouveau, cette voix se fit entendre, plus proche cette fois, comme si elle venait d'une tombe ouverte à ses pieds. « Marie-Ange, ne nous oublie pas. » Le cœur battant, elle éclaira les environs avec la lampe de son téléphone, mais il n'y avait rien, rien d'autre que des pierres tombales et le vent dans les arbres. Elle commença à reculer, mais à chaque pas, la voix semblait se rapprocher, répétant son nom encore et encore, comme un appel désespéré. Elle distingua alors d'autres chuchotements, des prières murmurées, des supplications en vieux créole, comme si une foule invisible se lamentait autour d'elle. Marie-Ange sentit sa gorge se nouer. Des histoires qu'elle avait entendues enfant lui revinrent en mémoire. Les anciens racontaient que le cimetière de Casse-Pilote était un endroit où les âmes n'avaient jamais trouvé le repos, des esprits tourmentés par des injustices ou des départs trop précipités. « Nous t'attendons. » La voix était maintenant si proche qu'elle aurait pu jurer qu'on lui murmurait à l'oreille. Terrorisée, elle fit volte-face et se mit à courir, les prières et les chuchotements la poursuivant jusqu'à la sortie. Essoufflée, elle déboucha enfin sur la route éclairée, le cœur battant à tout rompre. Elle ne s'arrêta qu'une fois chez elle, claquant la porte derrière elle et vérifiant 2 fois qu'elle était bien fermée. Les jours suivants, elle n'en parla à personne. Mais chaque fois qu'elle passait devant le cimetière, même en plein jour, elle se signait discrètement, une nouvelle peur nichée dans son cœur. Les habitants de Casse-Pilote ont depuis toujours affirmé que ceux qui osaient défier le cimetière la nuit finissaient par entendre des voix. Certains disent que ce sont des âmes en peine, d'autres pensent que ce sont des esprits malicieux jouant avec les vivants. Quoi qu'il en soit, Marie-Ange ne doutait plus. Elle savait maintenant que le cimetière gardait des secrets, et que ces secrets n'aiment pas être oubliés. Dans les hauteurs paisibles du Morne des Esses, où la forêt danse au gré du vent et où le paysage est souvent voilé de brume, une histoire persiste, racontée avec crainte et respect. Celle d'un vieillard mystérieux, une apparition que les habitants jurent avoir vue errer sur les sentiers, une silhouette qui semble surgir de nulle part, apparaissant et disparaissant comme un mirage. Mais attention, ce n'est pas un simple esprit qui cherche à effrayer les passants. Le vieillard du Morne des Esses est un gardien, dit-on, un protecteur qui observe et évalue les intentions de ceux qui s'aventurent sur sa terre. C'était par un après-midi humide, après une averse tropicale, que Samuel, un randonneur passionné et photographe amateur, s'aventura dans la forêt.
Il était venu chercher des clichés de la végétation luxuriante et des anciennes pierres taillées laissées par les Amérindiens. Il se laissait guider par son enthousiasme, le bruit de ses pas amorti par le tapis de feuilles détrempées, son appareil photo en bandoulière. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, la lumière semblait faiblir, et un silence étrange s'installa, interrompu seulement par le bruissement des arbres. Après avoir franchi une pente escarpée, Samuel s'arrêta pour reprendre son souffle. La brume, dense et enveloppante, se glissa lentement autour de lui, créant une ambiance presque irréelle. C'est alors qu'il l'aperçut. Là, au milieu du sentier, se tenait un vieil homme. Vêtu de haillons, une canne de bois à la main, il semblait tout droit sorti d'un autre siècle. Son dos était voûté, et sa barbe blanche lui tombait jusqu'à la poitrine. Ses yeux, cependant, étaient vifs, perçants, presque inhumains. « Bonjour » tenta Samuel, sa voix tremblante malgré lui. Le vieillard ne répondit pas tout de suite. Il pencha la tête sur le côté, comme s'il analysait chaque fibre de l'être du jeune homme. Puis, d'une voix rauque et grave, il murmura : « Pourquoi viens-tu ici, étranger ? Que cherches-tu sur ces terres sacrées ?» Samuel sentit un frisson glacé remonter le long de son échine. « Je prends des photos, balbutia-t-il. Je suis ici pour admirer la beauté de cet endroit, rien de plus. » Le vieillard ne bougea pas. Ses yeux semblaient sonder Samuel, comme s'il pouvait lire dans ses pensées, pesant ses mots et ses intentions. Un long silence s'écoula, pendant lequel le randonneur sentit le poids de cette présence surnaturelle. « Le respect, dit enfin le vieillard, ces mots résonnant comme un écho ancien. C'est tout ce que ces lieux demandent. Respecte-les, ou tu connaîtras la colère de la forêt. » Puis, sans autre avertissement, il tourna lentement le dos à Samuel et disparut dans la brume, ses pas ne laissant aucune trace sur le sol humide. Tremblant, Samuel resta figé, sa respiration saccadée. Il n'était pas sûr de ce qu'il venait de voir, mais son instinct lui hurlait de partir. Il fit demi-tour, ses jambes lourdes, et quitta le sentier sans oser se retourner. De retour au village, il raconta sa rencontre aux anciens, qui écoutèrent avec gravité. C'était le vieillard du morne des S, expliqua l'un d'eux. Un gardien de ces collines, un esprit qui protège les secrets de la forêt. Ceux qui le croisent doivent toujours prouver leur respect, ou en subir les conséquences. Depuis ce jour, Samuel n'a plus jamais exploré la forêt sans offrir une prière ou un remerciement silencieux. Le vieillard du morne des S demeure une légende vivante, un rappel que la nature, avec ses esprits anciens, ne tolère ni l'arrogance ni l'irrévérence. Ceux qui se promènent sur les sentiers font toujours attention, murmurant des salutations dans le vent, pour s'assurer que le gardien continue de les laisser passer en paix. Il y a des récits qui flottent comme un murmure dans le vent, des avertissements chuchotés par les habitants de Schulcher à ceux qui sont assez fous pour marcher seuls, tard dans la nuit. L'histoire du chien noir, en particulier, n'est jamais racontée avec légèreté. Les anciens baissent toujours la voix lorsqu'ils en parlent, comme s'ils craignaient de l'éveiller. C'était un soir d'octobre, l'air chargé de l'odeur salée de l'océan et des fleurs de frangipanier. David, un jeune étudiant de 21 ans, revenait d'une soirée passée à discuter avec des amis sur la plage. Il avait un long chemin à parcourir à pied pour rentrer chez lui, mais il ne s'en inquiétait pas. La nuit était fraîche, la lune suspendue haut dans le ciel, et il s'y flottait en marchant, le cœur léger. Alors qu'il s'engageait dans une petite rue bordée de manguiers, un silence étrange tomba soudainement. Même les grillons s'étaient tus, et David s'arrêta, mal à l'aise, regardant autour de lui. C'est à cet instant qu'il le vit. Un énorme chien noir, plus grand que n'importe quel animal qu'il avait jamais vu, se tenait là, au milieu du chemin. Sa fourrure sombre semblait absorber la lumière, et ses yeux étaient deux braises rougeoyantes, brûlant d'une intensité surnaturelle. David sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il n'était pas superstitieux, mais ce chien ne ressemblait à rien de normal. Il n'aboyait pas, ne grognait pas, il se contentait de fixer David, comme s'il pouvait sonder chaque recoin de son âme. Lentement, le chien fit un pas en avant, et David recula instinctivement. Il voulait courir, mais ses jambes semblaient clouées au sol, une peur viscérale l'immobilisant. Le chien s'arrêta,
inclinant légèrement la tête, et un sourire un sourire étrange et terrifiant se dessina sur ses lèvres. David réussit enfin à faire un pas en arrière, puis un autre, son souffle court et sa gorge sèche. Ne le regarde pas trop longtemps, se souvint-il de ce que sa grand-mère lui avait un jour dit, en parlant des esprits errants. S'il te choisit, il ne te quittera plus. Rassemblant son courage, David détourna les yeux, faisant de son mieux pour ne pas croiser à nouveau ce regard rouge infernal. Il tourna sur ses talons et se mit à marcher rapidement, résistant à l'envie de courir à toutes jambes. Derrière lui, il entendait le son régulier de griffes contre l'asphalte, le chien le suivant sans se presser, presque comme s'il savourait sa peur. Chaque rue qu'il empruntait semblait s'étirer indéfiniment, et l'idée que ce cauchemar ne finirait jamais le rendait fou. Mais à un moment donné, il atteignit l'entrée de son quartier. Là, les lampadaires jetaient une lumière vive sur la route, et les ombres semblaient moins profondes. David osa un dernier regard par-dessus son épaule. Le chien noir s'était arrêté, resté dans l'obscurité, ses yeux rouges toujours braqués sur lui, mais il ne franchit pas la ligne de lumière. Il disparut alors, comme un mirage, s'évaporant dans l'ombre. David rentra chez lui, la peur accrochée à son cœur comme une griffe invisible. Il n'en parla à personne pendant des mois, mais la rumeur se propagea. D'autres commencèrent à raconter avoir vu le chien noir de Schulcher, rôdant la nuit, choisissant des âmes à tourmenter. Les anciens disent que c'est un esprit protecteur, ou peut-être un démon lié à de vieilles malédictions. Une chose est certaine, ceux qui croisent son chemin n'oublient jamais ce regard brûlant, ces yeux qui semblent révéler tout ce que l'on garde caché, même à soi-même. Vous savez, en Martinique, les histoires de zombies ne sont pas juste des récits de films d'horreur, elles sont profondes, empreintes de spiritualité et de mystère. On parle de ces êtres arrachés à la mort par des sorts ou des pactes vaudous, condamnés à errer sans conscience ni volonté. L'une des histoires les plus glaçantes est celle du zombie de l'habitation Clément, une ancienne plantation transformée aujourd'hui en un musée du Rhum bien connu. Les ouvriers de l'habitation, même aujourd'hui, se murmurent entre l'histoire de cet homme maudit. C'était dans les années 1800, alors que l'habitation était encore une grande exploitation de canne à sucre. Jacques, un esclave robuste et fier, travaillait sous la chaleur accablante de midi, ses mains noircies par la récolte. Mais Jacques était aussi connu pour sa fougue et sa volonté farouche. Il n'acceptait pas la soumission, et ce qui le rongeait encore plus, c'était l'amour secret qu'il portait à Mariette, une esclave de la maison, belle comme l'aurore. Un jour, Jacques tenta l'impensable. Il osa défier le maître en refusant de travailler, et exigeant la liberté pour lui et celle qu'il aimait. Le maître, furieux, fit un exemple de lui. On le battit, on le laissa presque pour mort, mais ce n'était que le début de son supplice. Un sorcier de l'habitation, un homme craint de tous, s'approcha de Jacques sur son lit de mort, lui offrant un étrange marché. « Je peux te rendre plus fort que la mort, mais ta volonté m'appartiendra, lui murmura-t-il, ses yeux brillant de malice. Dans son agonie, Jacques accepta. Ce qui arriva ensuite reste un mystère que seuls les esprits de l'habitation connaissent vraiment. Certains disent qu'il mourut cette nuit-là, son âme aspirée par le sortilège. Mais son corps ne resta pas dans la tombe. Une semaine plus tard, des ouvriers jurèrent avoir vu Jacques errer parmi les champs de canne, ses yeux vides et son visage figé dans une expression de souffrance muette. Il obéissait à des ordres qu'on ne pouvait deviner, accomplissant des tâches comme un esclave sans âme, un zombie. Les nuits étaient les plus effrayantes. Des gardiens de l'habitation rapportèrent entendre des bruits de pas traînants, des sanglots étouffés, et même des cris fantomatiques qui semblaient provenir des champs. On disait que le zombie de Jacques errait, son esprit cherchant toujours Mariette, prisonnier d'un corps qui n'était plus vraiment le sien. Mariette elle-même tomba dans une profonde tristesse, persuadée que l'ombre de celui qu'elle aimait continuait à la chercher, enchaînée à cette terre maudite. Avec le temps, l'habitation changea de main, et les champs furent transformés. Mais même aujourd'hui, les visiteurs rapportent d'étranges phénomènes. Certains disent qu'ils ont vu une silhouette sombre déambuler entre les vieux bâtiments, un homme grand, au mouvement lent et désespéré, les yeux hantés d'une douleur inexprimable. Les guides préfèrent ne pas en parler ouvertement, mais ceux qui connaissent l'histoire savent que le zombie de l'habitation Clément n'est jamais parti. Il laisse des offrandes discrètes,
des fleurs ou du rhum, près des vieilles statues pour apaiser son âme. Mais la question demeure, est-ce que Jacques trouvera un jour la paix, ou reste-t-il condamné à errer, un spectre de chair lié à un pacte qu'il a scellé dans un moment de désespoir? Personne ne sait, mais ceux qui travaillent encore sur les terres de l'habitation savent écouter les ombres et respecter les secrets qu'elles gardent. Là où se trouve le tunnel de Didier, à Fort-de-France, les histoires n'ont jamais manqué. On parle de ce long passage sombre, creusé dans la montagne, comme d'un lieu maudit, où l'air lui-même semble porter le poids des secrets. Les ombres, disent les habitants, ne se contentent pas de suivre les lois de la lumière, elles ont leur propre vie, et elles observent, elles guettent. Un soir d'avril, Paul, un adolescent curieux, décida de défier les légendes locales. Il avait entendu 1000 fois les avertissements, ne traverse jamais le tunnel après la tombée de la nuit. Mais il était jeune, avide de sensations fortes, et il avait parié avec ses amis qu'il le ferait. Avec son vélo, une lampe frontale, et une bonne dose de bravade, il s'élança sur le sentier qui menait à l'entrée béante du tunnel. L'intérieur du tunnel était encore plus intimidant qu'il ne l'avait imaginé. L'écho de ses pneus sur la route résonnait comme des coups sourds, et la lumière de sa lampe perçait à peine l'obscurité, révélant seulement des murs humides recouverts de mousse. Le bruit de l'eau qui ruisselait le long des parois créait un étrange murmure, comme des voix qui chuchoteraient entre elles. Paul sentit ses mains devenir moites, mais il se répéta que ce n'était qu'un vieux tunnel, un endroit abandonné où rien de surnaturel ne pouvait réellement exister. C'est alors qu'il vit une ombre se déplacer, mais pas celle de son vélo. Non, c'était une forme qui glissait le long du mur, silencieuse, déformée, sans source de lumière pour la projeter. Paul s'arrêta brusquement, la gorge nouée, les doigts crispés sur son guidon. Son souffle résonnait, plus fort que jamais, mais l'ombre ne bougeait plus. Elle semblait simplement attendre. Il essaya de rire, de chasser la peur. « C'est juste mon imagination, murmura-t-il, se remettant en marche. » Mais à peine avait-il avancé de quelques mètres qu'un autre mouvement attira son attention. Cette fois, c'était une multitude d'ombres qui se détachaient des murs et du plafond, se réunissant lentement pour former une silhouette humaine. Elle était immense, ses contours flous, et Paul eut l'impression que l'air devenait plus lourd, presque étouffant. « Pourquoi viens-tu nous déranger » résonna une voix sourde, comme si elle émanait de l'intérieur même de ses os. Terrifié, Paul sentit son vélo basculer sous lui, et il tomba durement sur le sol humide. La lampe frontale se détacha de son casque et roula plus loin, éteignant toute lumière. Le noir était complet, et Paul, cloué par la peur, ne pouvait qu'écouter son propre cœur battre frénétiquement. Il rampa à tâtons, cherchant sa lampe, mais ses mains rencontrèrent quelque chose de glacé, une sorte de tissu humide. Un rire résonna, un rire aigu, presque enfantin, mais déformé, comme s'il traversait le temps et l'espace. Paul cria, se redressa et courut, abandonnant son vélo, se précipitant hors du tunnel comme si sa vie en dépendait. Quand il sortit enfin, le souffle court et les jambes flageolantes, il tomba en larmes sous le ciel étoilé. Ce n'est qu'au matin qu'on retrouva son vélo, étrangement plié comme si une force colossale l'avait écrasé. Paul n'est jamais retourné au tunnel de Didier. Même des années plus tard, il raconte cette histoire avec des frissons, jurant qu'il a vu les ombres bouger, qu'il a entendu des voix venues d'un autre monde. Les anciens du quartier, eux, hochent la tête. Le tunnel, disent-ils, a une histoire, et ceux qui s'y aventurent de nuit deviennent témoins de ce que l'obscurité cache, des ombres hantées par le passé, et prêtes à le rappeler à ceux qui osent les déranger. Le village de Diamant, célèbre pour son majestueux rocher qui se dresse fièrement au large, est un endroit où les étoiles semblent briller plus fort, et où le ciel raconte des histoires. Mais il y a un phénomène que même les plus rationnels ne peuvent expliquer, les mystérieuses lumières qui apparaissent parfois au-dessus de la mer, dansant dans le ciel comme des feux follets surnaturels. Les habitants les appellent les lumières du ciel de Diamant, et chaque fois qu'elles se manifestent, elles laissent derrière elles un mélange de fascination et de peur. C'était une nuit chaude de décembre, sans un souffle de vent. Yannick, un marin à la retraite, s'était installé sur la plage avec son petit-fils, Hugo, pour une séance d'observation des étoiles. Le garçon de 8 ans, curieux de tout,
posait des questions sur les constellations, et Yannick, avec son sourire bienveillant, lui montrait Orion et la Grande Ourse. La mer, ce soir-là, était calme, et les vagues venaient caresser le rivage avec une douceur presque hypnotique. Soudain, Hugo pointa du doigt l'horizon, les yeux écarquillés. « Papy, regarde. C'est une étoile filante ?» Yannick tourna la tête, et ce qu'il vit le laissa sans voix. Là, juste au-dessus de l'eau, des lumières multicolores dansaient dans le ciel. Elles se déplaçaient en cercle, virevoltant comme des lucioles géantes, changeant de couleur du rouge au bleu, puis au vert, avec une rapidité étrange. Ce n'était pas le genre de phénomène qu'un marin comme Yannick, habitué à scruter l'océan pendant des décennies, avait déjà vu. Le vieil homme sentit son cœur s'accélérer. Ces lumières, il en avait entendu parler, bien sûr. Les anciens disaient qu'elles étaient le signe des esprits de la mer, des âmes perdues qui cherchaient toujours à revenir chez elles. Mais certains croyaient qu'elle annonçait un danger, un avertissement du ciel pour les hommes du village. « Reste ici, Hugo, » dit Yannick d'une voix tendue, se levant doucement, comme si un geste brusque pouvait déranger les lumières. Mais le garçon, captivé par le spectacle, se leva aussi. « Qu'est-ce que c'est, papy ? » « Des extraterrestres, » demanda-t-il, l'innocence de l'enfance brillant dans ses yeux. Yannick ne répondit pas. Il se contenta de regarder les lumières, qui semblaient maintenant s'approcher, comme si elles flottaient lentement vers le rivage. Un frisson parcourut le dos du vieil homme, et il murmura une prière, celle que lui avait apprise sa grand-mère, pour protéger sa famille et son village. Les lumières s'arrêtèrent soudain, puis se dispersèrent en un éclair, disparaissant comme elles étaient venues. Un silence impressionnant tomba sur la plage, et même les vagues semblaient retenir leur souffle. Hugo, les yeux brillants, se tourna vers son grand-père. « C'était magique, papy. Tu crois que c'était des fantômes ?» Yannick posa une main protectrice sur l'épaule de son petit-fils, son regard perdu dans l'obscurité de l'océan. « Je ne sais pas, mon garçon, » murmura-t-il. « Mais ce que je sais, c'est qu'il faut toujours respecter la mer et ce qu'elle garde en elle. » Cette nuit-là, de nombreux habitants rapportèrent avoir vu les lumières, et chacun en parla avec une mixture de crainte et de fascination. Certains pensaient que c'était un bon présage, un signe de prospérité pour la pêche. D'autres, plus superstitieux, évitèrent de sortir en mer pendant plusieurs jours, persuadés que quelque chose d'étrange allait se produire. Quoi qu'il en soit, les lumières du ciel de diamant restent un mystère que personne n'a encore pu expliquer. Peut-être sont-elles un avertissement des forces invisibles de la nature, ou peut-être ne sont-elles qu'un mirage venu d'un autre monde. Mais ceux qui les ont vues savent qu'elles ont laissé une impression indélébile, comme une promesse que l'océan et le ciel partagent des secrets qu'ils ne révéleront jamais entièrement aux hommes. Tout le monde à Fort-de-France connaît l'histoire du poteau maudit, ce simple bout de métal planté sur un vieux trottoir de la ville qui, malgré son apparence insignifiante, a une réputation de bringer de malheur. Il ne s'agit pas d'un poteau ordinaire, il est chargé de sombres légendes qui se transmettent de bouche à oreille. On raconte que ceux qui s'aventurent à le toucher ou à rester trop longtemps à côté finissent par vivre des événements inexplicables, souvent accompagnés de malheurs personnels. Cela commence avec l'histoire d'Alice, une femme d'une quarantaine d'années, mère de 2 enfants et propriétaire d'une petite boutique d'artisanat non loin de là. Un matin, alors qu'elle était en route pour ouvrir son magasin, elle croisa le poteau. En s'arrêtant pour parler avec une voisine, elle se retrouva debout juste à côté de ce morceau de métal fatigué par le temps, sans y penser. La conversation était animée, ponctuée de rires, mais lorsqu'Alice leva les yeux, elle vit une vieille femme assise de l'autre côté de la rue, la fixant avec une intensité troublante. La vieille dame était vêtue d'une robe noire, et son visage, marqué par les rides de l'âge, semblait déformé par un mélange de tristesse et de colère. « Tu devrais t'éloigner, » dit-elle d'une voix rauque, faisant signe du menton en direction du poteau. Alice, surprise, haussa les épaules et s'éloigna poliment, riant nerveusement de cet avertissement étrange. Mais l'étrangeté ne s'arrêta pas là. Ce même jour, en ouvrant sa boutique, elle cassa accidentellement un vase ancien qui appartenait à sa mère, un objet d'une grande valeur sentimentale. La culpabilité la rongea, mais elle mit l'incident sur le compte de la malchance. Pourtant, les événements bizarres continuèrent de se produire.
Son four tomba en panne alors qu'elle cuisait des gâteaux pour l'anniversaire de son fils. Le lendemain, son chien, habituellement si obéissant, s'enfuit subitement dans la rue et faillit se faire renverser. Au bout de quelques jours, Alice commença à s'inquiéter sérieusement. Elle repensa à la vieille femme et à son avertissement. C'est alors que son voisin, Philippe, un homme âgé qui avait grandi dans le quartier, s'approcha d'elle. « Tu sembles troublé, dit-il doucement. » Quand elle lui raconta ce qui s'était passé, il hocha la tête avec gravité. « Le poteau maudit, c'est ce qu'on dit, murmura-t-il. Il y a des années, un sorcier aurait jeté une malédiction sur cet endroit. Depuis, ceux qui s'en approchent trop près vivent des malheurs. » Alice, qui n'était pas superstitieuse de nature, tenta de rejeter l'idée, mais l'inquiétude la rongeait. Philippe lui suggéra de faire un geste de protection, déposer une offrande, peut-être une poignée de sel ou une bougie, pour apaiser les mauvais esprits qui pourraient rôder. Résolue, et avec un sentiment d'urgence inexplicable, Alice se rendit au poteau, une bougie blanche dans une main, un petit bol de sel dans l'autre. Elle murmura une prière, demandant pardon pour avoir troublé cet endroit. Pendant qu'elle effectuait ce rituel improvisé, le vent se leva soudain, soufflant à travers la rue avec une force surprenante, et elle crut entendre un rire lointain, moqueur, avant que tout ne redevienne calme. Après ce jour, les incidents cessèrent, mais Alice continua de ressentir un profond respect pour ce lieu étrange. Les habitants de Fort-de-France continuent de contourner le poteau maudit, ou, s'ils n'ont pas le choix, de murmurer une prière rapide en passant. Ceux qui l'ont ignoré racontent des histoires de malchance, de secrets révélés, et même de visions étranges. Le poteau reste, planté là comme un témoin des forces invisibles qui habitent la ville, rappelant à tous qu'en Martinique, même les objets les plus ordinaires peuvent cacher un héritage de mystère. Il y a des légendes qui hantent les esprits même des plus courageux, et celle du diable du Morne-Vert est sans doute la plus terrifiante. Les habitants de ce petit village niché dans les montagnes ont tous une histoire à raconter, mais celle-ci est murmurée seulement à ceux qui sont prêts à entendre ce que la nuit cache. On dit que, les nuits sans lune, un démon rôde sur les pentes, apportant malchance et peur à quiconque a le malheur de croiser son chemin. Henri, un vieux pêcheur à la retraite, était connu pour ses histoires pleines de détails, et celle qu'il racontait le plus souvent concernait une nuit où il avait vu ce fameux démon. C'était un soir doux, sans la moindre lueur d'étoile. Le vent soufflait fort, et l'air avait une lourdeur oppressante, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Henri, qui avait passé la journée à aider un ami avec sa récolte, s'était mis en route pour rentrer chez lui. Il connaissait le Morne-Vert comme sa poche, mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Le sentier qu'il empruntait, bordé d'arbres et de rochers, semblait plus sombre que d'habitude. Le silence régnait, un silence étrange, sans le moindre bruit de criquet ou de grenouille. Henri alluma sa vieille lampe à huile, et la flamme tremblotante éclaira à peine le chemin devant lui. Il avançait prudemment, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait voulu, quand soudain, il aperçut une forme, immobile, à une dizaine de mètres de lui. C'était grand, bien trop grand pour être un humain, et pourtant, ça se tenait sur deux jambes. La silhouette était vêtue d'une cape noire, qui semblait onduler comme des ailes d'ombre. Henri sentit une sueur glacée couler le long de son dos. Mais ce qui le figea, c'étaient les yeux de la créature, deux flammes rouges qui brillaient dans l'obscurité, perçant son âme avec une intensité diabolique. « Qui va là » cria Henri, sa voix se brisant sur les derniers mots. Le démon ne répondit pas. Il leva lentement un bras, et une main osseuse apparut, pointant vers Henri, comme s'il le condamnait à une sentence inconnue. L'air devint glacial, et Henri se mit à trembler malgré lui. Il sentit ses jambes faiblir, comme si une force invisible s'emparait de lui, lui retirant toute sa volonté. Le vieux pêcheur rassembla ce qu'il lui restait de courage et recula, mais à chaque pas qu'il faisait, le démon avançait, ses pas ne faisant aucun bruit sur le sol rocailleux. Puis, il éclata de rire, un rire grave, résonnant comme un écho maléfique à travers la montagne. Henri ferma les yeux, se mettant à prier en silence, récitant chaque prière qu'il connaissait, implorant la protection de tous les saints qu'il avait appris à vénérer. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le démon avait disparu. La lumière de la lampe vacilla encore une fois, puis se stabilisa. Le silence avait été remplacé par le bruissement des feuilles,
et les sons de la nuit étaient revenus, comme si rien ne s'était passé. Mais Henri ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu. Il courut le reste du chemin jusqu'à sa maison, claquant la porte et allumant toutes les lampes, ne dormant pas de toute la nuit. Depuis cette nuit-là, Henri ne s'est plus jamais aventuré seul sur les pentes du Morne-Vert. Les villageois, après avoir entendu son récit, ont ajouté une nouvelle leçon à leur tradition: les nuits sans lune, il vaut mieux rester chez soi, car le diable du Morne-Vert ne pardonne pas les intrusions. Ceux qui doutent de cette histoire n'ont qu'à demander aux autres anciens, ils vous diront que les montagnes de la Martinique sont des lieux vivants, où se cachent des forces bien plus anciennes et bien plus terribles qu'on ne le croit. Il y a des histoires qu'on raconte au coin du feu, des légendes qui passent de génération en génération et se chargent de mystères avec le temps. Parmi celles-ci, il y a celle de la Dame Blanche de la Montagne Pelée. Certains disent qu'elle est l'âme tourmentée d'une jeune femme qui a perdu la vie pendant l'éruption dévastatrice de 1902. D'autres affirment qu'elle n'est rien de moins qu'une gardienne des lieux, une protectrice fantomatique de cette terre volcanique qui a tant de secrets enfouis. C'était un soir de pleine lune, il y a une vingtaine d'années, quand Joseph, un homme du coin qui travaillait comme guide de randonnée, a vécu quelque chose d'inoubliable. Il revenait d'une longue journée passée à escorter un groupe de touristes passionnés de volcanologie. Le ciel était clair, et la lumière blanche de la lune baignait les pentes de la montagne Pelée, dessinant des ombres inquiétantes parmi les arbres. En descendant seul, le silence n'était brisé que par le bruit de ses propres pas sur le sentier rocailleux. Joseph s'était arrêté un moment pour reprendre son souffle lorsqu'il sentit un frisson glacé parcourir son dos. C'était comme si la chaleur de la journée avait été aspirée hors de son corps en une seconde. Devant lui, là où le chemin s'élargissait, une silhouette émergea de la brume. Une femme vêtue d'une robe blanche flottait légèrement au-dessus du sol, ses cheveux noirs tombant en cascade le long de son visage pâle. Ses yeux, vides et glacés, semblaient sonder l'obscurité de l'âme de quiconque les croisait. Paralysé par la peur, Joseph sentit son cœur battre si fort qu'il aurait cru qu'il allait s'arrêter. La Dame Blanche ne faisait aucun bruit, mais il entendit comme un écho lointain, le murmure de voix fantomatiques, le chuchotement d'un passé perdu. Elle leva lentement une main, pointant vers le village en contrebas, et un cri déchirant jaillit de ses lèvres sans qu'elle ne bouge. Joseph tomba à genoux, la terreur se mélangeant à une étrange sensation de tristesse. Quand il osa rouvrir les yeux, la silhouette avait disparu, emportée par la brume. Le guide, pourtant habitué aux dangers de la montagne, n'avait jamais ressenti une peur pareille. De retour au village, il raconta son histoire à quelques anciens, qui lui dirent qu'il avait eu la chance de croiser la Dame Blanche. Elle n'apparaît, selon eux, que pour prévenir d'une tragédie imminente ou rappeler les vivants de respecter les morts de la montagne. Depuis ce soir-là, Joseph n'a plus jamais marché seul sur la montagne Pelée après la tombée de la nuit. Pour lui, cette rencontre était une leçon de respect envers la force et la mémoire des lieux. Et la Dame Blanche, qu'elle soit gardienne ou âme en peine, continue de hanter les histoires racontées à la lueur des bougies, rappelant à tous que certaines présences ne quittent jamais vraiment ces terres sacrées. Il y a des lieux où l'histoire ne se contente pas de s'inscrire dans les livres, elle imprègne les murs, le sol, et s'insinue dans les esprits. L'ancienne prison de Saint-Pierre en est un exemple frappant. Une carcasse de pierre noircie, vestige d'une époque où la ville était le « petit Paris des Antilles », avant que l'éruption cataclysmique de la montagne Pelée, en 1902, ne la transforme en un champ de cendres et de ruines. Aujourd'hui, ceux qui s'aventurent dans les vestiges de la prison le font rarement seuls. Les guides avertissent toujours les visiteurs que l'endroit est hanté, mais certains pensent qu'il s'agit d'une histoire inventée pour ajouter du piquant aux visites touristiques. Pourtant, les légendes se basent sur des faits. L'un d'eux concerne Ludovic, un jeune homme qui, quelques années après la destruction de Saint-Pierre, avait décidé d'explorer les lieux en quête de trésors oubliés. À cette époque, les rumeurs de richesses enfouies attiraient des aventuriers désireux de percer les mystères laissés par le passé. Un après-midi d'août, Ludovic entra dans la prison, une lampe à huile à la main. L'air était épais, chargé d'humidité et d'une étrange odeur métallique. Il marcha prudemment dans les couloirs sombres, les murs encore marqués de traces noires de suie. Tout était calme, si calme que ses pas semblaient résonner comme des coups de marteau.
Mais alors qu'il s'approchait d'une cellule à moitié effondrée, un souffle glacial lui caressa la nuque. Il se retourna brusquement, mais ne vit rien d'autre que l'obscurité. Essayant de maîtriser sa nervosité, il avança encore. C'est alors qu'il entendit un bruit distinct, comme un gémissement, suivi de grattements qui semblaient provenir des murs eux-mêmes. La lampe de Ludovic vacilla, et il se mit à trembler en sentant une présence invisible se refermer autour de lui. Il appela à voix haute, espérant qu'un autre explorateur serait là, mais seul un écho lugubre lui répondit. Alors, il les vit. Des silhouettes éthérées commençaient à se matérialiser dans l'obscurité, des hommes aux yeux vides, portant les chaînes de leur captivité. Leurs visages étaient tordus par une agonie figée, leurs mains tendues comme pour attraper quelque chose d'invisible, ou peut-être pour s'accrocher au peu de vie qui leur restait jadis. L'un d'eux, plus distinct que les autres, s'avança vers Ludovic, ses chaînes cliquetant dans un silence glacial. « Pourquoi es-tu venu déranger notre repos » murmura-t-il d'une voix qui semblait s'échapper de l'abîme. Paniqué, Ludovic laissa tomber sa lampe, qui s'éteignit en roulant sur le sol. Il courut à l'aveugle, ses jambes semblant peser des tonnes, jusqu'à ce qu'il sente enfin la lumière du jour sur son visage. À bout de souffle, il trébucha hors de la prison et s'effondra sur le sol, secoué de frissons. Depuis ce jour, il n'est plus jamais retourné à Saint-Pierre, affirmant que les esprits de la prison n'ont jamais trouvé la paix et qu'ils attendent toujours, des siècles plus tard, que quelqu'un paie pour l'injustice de leur sort. Les habitants de Saint-Pierre savent bien que la tragédie de 1902 n'a pas épargné ces prisonniers. Certains disent même que les gémissements que Ludovic a entendus résonnent encore la nuit, un rappel que certaines âmes, piégées par la violence de l'histoire, ne peuvent pas être libérées par le temps. À Bellefontaine, tout le monde connaît la légende du Neg Mahon. C'est une histoire qui traverse les générations, celle d'un esclave en fuite qui, refusant de se soumettre, trouva sa liberté dans les collines, mais dont l'esprit n'a jamais quitté les lieux. On dit que son ombre apparaît parfois, errant au crépuscule, et que ses larmes muettes pleurent une liberté qui ne lui a jamais été rendue complètement. C'était une soirée comme une autre, il y a quelques années, quand Malik, un adolescent du village, et ses amis décidèrent de se rendre dans les collines pour une aventure nocturne. Le défi était simple, s'enfoncer dans la forêt jusqu'à atteindre une vieille statue de pierre, érigée en hommage aux esclaves qui avaient cherché refuge ici. Les rires et les plaisanteries fusaient, la brise était légère, et la lune s'efforçait de percer les nuages épais. « Tu crois qu'on verra le Neg Mahon » plaisanta l'un des amis, imitant un cri fantomatique qui fit éclater de rire le petit groupe. Malik sourit, mais au fond de lui, il n'était pas aussi sûr que ses camarades. Sa grand-mère lui avait souvent raconté cette histoire, avec un sérieux qui laissait entendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'un vieux conte pour effrayer les enfants. Ils gravirent le sentier escarpé, et bientôt, le village derrière eux ne fut plus qu'une étendue de lumière lointaine. Le silence s'installa, un silence dense, presque palpable. Malik sentit un malaise grandir en lui, mais il continua, s'efforçant de ne pas montrer sa peur. Leurs lampes torchées jetaient des faisceaux tremblotants, et les arbres autour semblaient se refermer, comme des gardiens silencieux. C'est alors qu'ils arrivèrent à la clairière. Au milieu, se dressait la statue du Neg Mahon, un homme enchaîné, le visage tourné vers le ciel, un cri de liberté figé sur ses lèvres de pierre. Le vent s'arrêta de souffler, et un froid soudain enveloppa les jeunes. Malik s'approcha de la statue, son cœur battant si fort qu'il croyait que tout le monde pouvait l'entendre. Il posa une main sur le socle, ses doigts rencontrant la pierre rugueuse, et un frisson glacé le traversa. « Écoutez » murmura l'un des amis, sa voix étrangement rauque. Tous se turent, et c'est alors qu'ils l'entendirent, le bruit de pas, lourds et traînants, comme ceux de quelqu'un qui gravit une pente difficile. Ils tournèrent la tête en direction du son, mais il n'y avait personne. Soudain, une ombre se dessina parmi les arbres, haute et imposante. C'était la silhouette d'un homme, grand et musclé, avec des chaînes brisées pendant de ses poignets. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, et des larmes silencieuses coulaient le long de ses joues. Les garçons restèrent figés, incapables de bouger. Malik sentait son souffle se raccourcir, la peur le paralysant complètement. « Il cherche toujours » chuchota l'ombre, une voix profonde et triste,
comme un écho de l'au-delà. Il cherche sa liberté, et il ne la trouvera jamais. Puis, sans prévenir, l'ombre se fondit dans le vent, et les chaînes brisées tintèrent une dernière fois avant que tout ne redevienne silencieux. Sans un mot, Malik et ses amis prirent leurs jambes à leur cou, dévalant le sentier jusqu'au village. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois arrivés sur la place principale, les visages pâles, le souffle court. Ce soir-là, ils ne plaisantèrent plus. L'histoire du Neg Maouan était réelle, et elle leur avait été rappelée de la manière la plus glaçante possible. Depuis cette nuit, Malik parle de l'expérience avec un respect presque religieux. Quand il passe près des collines de Bellefontaine, il garde toujours une pensée pour cet esprit en peine, un homme qui avait tout risqué pour la liberté, et qui, même dans la mort, ne l'avait pas complètement trouvé. Le Neg Maouan continue de veiller, et ses larmes, dit-on, rappellent à tous l'histoire cruelle mais puissante de ceux qui ont cherché à briser leur chaîne. Au cœur Bouliki, cette vaste et envoûtante forêt tropicale qui serpente entre les montagnes, il ne s'agit pas seulement d'un lieu de nature sauvage, mais d'un sanctuaire sacré, où les esprits des ancêtres veillent. Pour les habitants de la Martinique, le cœur Bouliki est empreint de mystère et de respect, on y entre avec précaution, conscient qu'à tout moment, les esprits pourraient se manifester. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un groupe de randonneurs, tous jeunes, intrépides et avides d'aventure. C'était un week-end de juin, le soleil brillait haut dans le ciel, et la forêt, avec ses cascades et ses sentiers ombragés, semblait parfaite pour une escapade. Jean-Luc, Mélanie, Thibaut et Céline se mirent en route, riant et bavardant sans se soucier des légendes que leurs grands-parents avaient racontées. Les avertissements des anciens ? De vieux contes, pensaient-ils, pour dissuader les enfants de s'éloigner trop loin. Leur randonnée se déroulait sans encombre jusqu'à ce qu'ils atteignent une clairière où la lumière semblait étrangement tamisée. Un silence soudain tomba, et même les oiseaux s'arrêtèrent de chanter. Céline fut la première à le remarquer. « Vous sentez ça » murmura-t-elle. Une odeur douce, comme celle de la fumée d'encens, flottait dans l'air. Mais il n'y avait aucun feu, aucun signe de campement. Thibaut haussa les épaules, prêt à se moquer, mais Jean-Luc, un peu plus superstitieux que ses amis, devint nerveux. « Ils disent que c'est ici que les ancêtres se rassemblent, dit-il d'une voix plus basse, comme s'il avait peur de déranger quelque chose. Mélanie leva les yeux au ciel. « Allez, c'est juste une vieille légende, lança-t-elle, avant de s'éloigner pour explorer un peu plus loin. Mais à peine eut-elle fait quelques pas que le vent se leva brusquement, tourbillonnant autour d'eux avec une force surnaturelle. Des chuchotements montèrent, des voix qu'ils ne comprenaient pas, murmurant en créole ancien. Les feuilles des arbres frémissaient, dessinant des visages éphémères dans la lumière tremblante. Céline, terrifiée, attrapa la main de Thibaut. « C'est quoi ça » balbutia-t-elle, les yeux écarquillés. Jean-Luc, le cœur battant à tout rompre, recula lentement. Les voix s'intensifièrent, semblant se superposer jusqu'à devenir un chant profond, un appel venu d'un autre temps. Et puis ils apparurent. Des silhouettes translucides, des hommes et des femmes vêtus de vêtements traditionnels, des guerriers et des mères portant des paniers. Leurs visages étaient sérieux, leurs yeux perçants, comme s'ils évaluaient les intrus qui avaient osé perturber leur repos. Mélanie, qui n'avait jamais cru à ces histoires, sentit son courage l'abandonner. Une vieille femme spectrale, ses cheveux blancs flottant comme des algues dans l'eau, s'avança vers elle. « Pourquoi êtes-vous ici, enfant » murmura-t-elle, sa voix douce mais lourde de sens. Mélanie, figée par la peur, ne pouvait que bégayer des excuses. Jean-Luc, les jambes tremblantes, baissa les yeux, réalisant qu'ils avaient enfreint un lieu sacré. « Nous sommes désolés, dit-il, d'une voix cassée. À ce moment, le vent s'apaisa, les esprits semblant les fixer une dernière fois, avant de disparaître comme la brume qui se dissipe sous le soleil. Le silence retomba, mais il n'était plus paisible, il était chargé d'un avertissement. Les jeunes ne perdirent pas de temps pour quitter la clairière, marchant rapidement jusqu'à ce qu'ils retrouvent le chemin principal. Ils n'échangèrent pas un mot jusqu'à ce qu'ils soient sortis de la forêt, le cœur encore battant. Ce jour-là, ils apprirent que le cœur Bouliki n'est pas qu'une forêt, mais un lieu où les ancêtres gardent leurs traditions et protègent leurs secrets. Depuis cet incident, Jean-Luc et ses amis parlent de ce moment avec un respect renouvelé.
Ils se sont promis de ne jamais prendre les anciennes histoires à la légère, et chaque fois qu'ils croisent un ancien du village, ils les écoutent, conscients que la forêt, avec ses esprits vigilants, veille toujours. Il y a des histoires que les pêcheurs de la baie de Fort-de-France préfèrent ne pas raconter, des récits qu'ils gardent pour eux, chuchotant seulement aux nouvelles générations lorsqu'un avertissement est nécessaire. L'une de ces histoires est celle du poisson maléfique, une créature légendaire qui rôde dans les eaux sombres de la baie, invoquée, dit-on, par un ancien sorcier en quête de vengeance. Lucas, un pêcheur chevronné de 58 ans, se souvient encore de la nuit où il a vu le poisson maléfique. C'était il y a une quinzaine d'années, par un soir sans étoiles où les vagues semblaient murmurer des secrets anciens. Lucas avait passé la journée à pêcher sans grand succès et, têtu comme il était, avait décidé de rester plus tard que prévu, espérant remonter un gros poisson qui compenserait sa mauvaise journée. Il n'y avait que lui et la mer, le bateau se balançant doucement sous le poids des flots. Alors qu'il lançait son filet une dernière fois, un frisson inexplicable remonta le long de sa colonne vertébrale. Les eaux de la baie, d'habitude d'un bleu sombre et rassurant, semblaient avoir pris une teinte noire comme de l'encre, et l'air devint soudainement glacial. Un bruit étrange résonna sous la coque de son bateau, comme un choc sourd, suivi d'un remous qui fit osciller son embarcation. Lucas, les mains serrées sur sa corde, retint son souffle. C'est alors qu'il le vit. Un éclat argenté brisa la surface de l'eau, mais ce n'était pas un poisson ordinaire. Non, ce qu'il avait devant lui était gigantesque, presque irréel. Sa peau semblait faite de métal liquide, luisant de manière surnaturelle sous les faibles rayons de lune qui perçaient les nuages. Ses yeux, rouges comme des braises, fixaient Lucas avec une intelligence glaciale, comme s'il lisait dans son âme. Le poisson maléfique ouvrit sa bouche pleine de dents acérées, et un cri strident, semblable à celui d'une femme en détresse, s'échappa de ses entrailles. Lucas sentit son cœur s'arrêter. Il tenta de reprendre sa rame, mais ses mains tremblaient si fort qu'il en perdit l'équilibre, tombant lourdement sur le pont de son bateau. Le cri s'évanouit, mais l'eau autour de la créature s'agitait violemment, formant des vagues qui semblaient vouloir engloutir le vieux pêcheur. « Non, pas comme ça » murmura Lucas, se raccrochant désespérément à une prière apprise dans son enfance. Puis, aussi vite qu'il était apparu, le poisson plongea à nouveau dans les profondeurs, laissant derrière lui un silence pesant. Lucas, les yeux écarquillés, resta figé pendant de longues minutes, incapable de bouger, avant de rassembler assez de courage pour ramer jusqu'à la côte. Il ne regarda pas derrière lui, pas une seule fois, même lorsque son bateau s'échoua enfin sur le sable de la baie. Le lendemain, lorsqu'il raconta ce qu'il avait vu aux autres pêcheurs, certains hochèrent la tête avec gravité. « Le poisson maléfique » murmura l'un d'eux. « Il apparaît quand quelqu'un manque de respect aux eaux de la baie ou quand un malheur se prépare. » Un autre pêcheur raconta que le sorcier qui avait invoqué la créature des profondeurs l'avait fait pour se venger d'un capitaine qui avait emmené des esclaves sur ces eaux, et que depuis lors, l'esprit du poisson rôdait, attendant de frapper. Depuis cette nuit, Lucas n'a plus jamais pêché seul après le coucher du soleil. Les jeunes qui l'entendent raconter son histoire rient parfois, disant que c'est juste une fable pour effrayer les nouveaux pêcheurs. Mais les plus vieux, eux, savent qu'il vaut mieux prendre la légende au sérieux. Parce que la baie de Fort-de-France, avec ses mystères insondables, garde en elle des secrets que personne ne devrait déranger. Et le poisson maléfique, lui, reste tapi dans les profondeurs, prêt à réapparaître quand le moment sera venu. On dit qu'à Balata, ce quartier paisible perché dans les hauteurs de Fort-de-France, la forêt cache des secrets anciens que peu osent défier. Les sorcières de Balata, voilà un nom qui suscite encore des frissons, même parmi ceux qui n'y croient pas. Ces femmes, prétend-on, apparaissent uniquement les nuits de pleine lune, entonnant des chants mystérieux qui résonnent au milieu des arbres, pratiquant des rituels que seuls les esprits de la forêt comprennent. Ce soir-là, c'était une pleine lune brillante, et Mathilde, une jeune étudiante passionnée de botanique, avait décidé d'explorer la forêt de Balata. Elle préparait un projet universitaire sur la flore locale et croyait fermement que les histoires de sorcières n'étaient que des contes inventés pour donner un peu de couleur à la région. Armée de sa lampe frontale et de son carnet de notes, elle s'aventura dans les bois, avec la curiosité en guise de guide.
Les premières heures furent calmes, presque apaisantes. Le chant des grenouilles et le bruissement des feuilles sous la brise créaient une ambiance presque magique. Mathilde s'arrêta pour dessiner une orchidée sauvage lorsqu'un son inattendu brisa le silence. C'était un chant, doux mais envoûtant, venant de quelque part plus loin dans la forêt. Les notes étaient étranges, pleines de tristesse et de puissance, comme un écho venu d'un autre monde. Mathilde, le cœur battant de cette excitation qu'elle associait à la découverte, décida de suivre la mélodie. Elle s'enfonça plus profondément, les ombres des arbres se resserrant autour d'elle. La lumière de la lune peignait des motifs d'argent sur le sol, mais son éclat ne suffisait pas à dissiper la sensation de mystère qui s'épaississait. Au détour d'un sentier, elle aperçut une lueur vacillante, comme celle d'une flamme. Elle s'approcha doucement, ses pas amortis par la mousse, jusqu'à ce qu'elle arrive à la lisière d'une clairière illuminée par des bougies. 3 femmes étaient là, vêtues de longues robes sombres, leurs cheveux flottant dans la brise nocturne. Elles se tenaient en cercle, les mains jointes, murmurant des incantations dans une langue ancienne. Au centre de leur cercle se trouvait une petite flamme bleutée, dansante, étrange, presque vivante. Mathilde sentit son souffle se couper. Elle voulait partir, mais ses jambes refusaient de bouger, comme si une force invisible la retenait sur place. L'une des femmes leva la tête, et ses yeux rencontrèrent ceux de Mathilde. Son regard était profond, chargé d'une sagesse ancienne et d'une menace implicite. « Tu es entré sans être invité, dit-elle, d'une voix qui résonna comme une cloche de bronze dans la nuit. La jeune femme sentit une terreur primitive l'envahir. « Je suis désolée, balbutia-t-elle, les mains tremblantes. » Les 3 sorcières échangèrent un regard, et celle qui semblait être la meneuse fit un geste de la main. La flamme bleutée s'éleva, tourbillonnant autour de Mathilde avant de disparaître dans un éclat de lumière. Un silence lourd s'installa. « Pars, murmura la plus vieille des sorcières. Mais n'oublie jamais ce que tu as vu. Ce lieu n'est pas pour les curieux, mais pour les initiés. » Mathilde, enfin libérée de l'emprise mystérieuse qui la tenait, recula, puis courut, sans se retourner. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle atteignit la route, à bout de souffle, le visage pâle. Les jours suivants, elle fut hantée par ce qu'elle avait vu, mais elle n'en parla jamais, de peur de ne pas être crue ou de réveiller quelque chose de plus dangereux. Depuis lors, Mathilde n'est plus jamais retournée seule dans la forêt de Balata. Et quand la pleine lune brille, les habitants du quartier disent encore qu'on peut entendre des chants lointains, portés par le vent. Certains murmurent que les sorcières veillent toujours, pratiquant leurs rites anciens, et qu'il vaut mieux ne pas s'aventurer là où leurs secrets sont protégés par les ombres de la nuit. Le grand marché de Fort-de-France est un lieu vibrant, plein de couleurs, de rires, de saveurs, et de la chaleur des échanges. Mais quand les étals sont rangés et que la nuit tombe, une autre histoire commence, une que les commerçants les plus anciens murmurent avec des frissons. Ce lieu, disent-ils, ne dort jamais vraiment. Les fantômes des anciens marchands et des clients disparus reviennent hanter les allées, comme s'ils n'avaient jamais pu abandonner ce marché qui fut le cœur battant de leur vie. Il y a quelques années, Richard, un vigile de nuit, s'était vu confier la surveillance du marché. C'était un homme solide, sans peur apparente, habitué aux longues nuits passées à marcher entre les étals vides. La première semaine s'était déroulée sans incident, mais tout changea un vendredi soir. Il était 2 heures du matin, et la ville était calme, presque assoupie. Richard effectuait sa ronde habituelle, sa lampe de poche balayant les ombres qui dansaient le long des murs. Ce soir-là, quelque chose était différent. Une étrange odeur flottait dans l'air, un parfum de fleurs fanées mêlé à une fragrance familière de rhum et d'épices. C'est alors qu'il entendit un bruit distinct, des rires étouffés, comme ceux d'une conversation animée, puis des voix qui semblaient discuter en créole. Richard se figea, tendant l'oreille. Il était certain d'être le seul sur place. Il décida de suivre le son, le cœur battant plus vite. En arrivant près des anciens étals de fruits, il aperçut un groupe de personnes, des silhouettes floues, vêtues de vêtements d'une autre époque. Les femmes portaient de longues robes colorées, et les hommes, des chapeaux de paille, discutaient joyeusement comme s'ils étaient en pleine journée de marché. Richard resta bouche bée, sa lampe de poche ne semblant pas les atteindre. Il cligna des yeux, croyant à une hallucination due à la fatigue,
mais la scène continuait, bien vivante. Soudain, l'un des fantômes, un homme âgé avec une barbe blanche et des yeux pétillants, se tourna vers Richard et lui fit un sourire triste. « Ce marché, c'était notre maison, dit-il doucement, comme s'il parlait directement à Richard. Nous avons vécu, aimé, et ri ici. Même la mort ne nous en a pas séparés. » Puis, il leva son verre de rhum en un toast silencieux avant de s'évaporer dans un souffle de vent. Le marché redevint silencieux, et Richard sentit ses jambes faiblir. Il courut jusqu'à sa petite cabane de sécurité, claqua la porte et passa le reste de la nuit à scruter chaque recoin du marché, sans rien voir d'autre que l'obscurité. Le lendemain, il raconta ce qu'il avait vu à une vieille marchande qui lui répondit simplement « Tu as vu les anciens. Ils ne font de mal à personne, mais ils rappellent que ce lieu est vivant, même après la fermeture des étals. » Depuis ce soir, Richard continua son travail, mais toujours avec un respect nouveau pour le marché et ses esprits. Parfois, au détour d'une allée, il sentait à nouveau ce parfum de fleurs fanées ou entendait un rire lointain, et il savait que le grand marché n'était jamais vraiment vide. Les fantômes de ceux qui avaient fait de cet endroit un cœur battant restaient, comme des gardiens des souvenirs, attachés à ces lieux remplis de vie et de magie, même au-delà du monde des vivants. À Tartane, ce petit village de pêcheurs bordé par l'Atlantique, les nuits sont souvent calmes, rythmées par le va-et-vient des vagues. Mais il y a des soirs où les habitants préfèrent ne pas s'aventurer sur la plage. On raconte que, lorsque le vent souffle de l'est et que la lune est cachée par des nuages menaçants, une voix déchirante s'élève du bord de l'eau, le cri de la femme criarde. Personne ne sait vraiment d'où elle vient, mais son histoire hante ceux qui l'ont entendue. Les anciens disent qu'elle est l'esprit d'une jeune femme dont le fiancé, un pêcheur, s'est noyé dans une tempête il y a des siècles. Folle de douleur, elle aurait erré sur la plage pendant des semaines, hurlant son chagrin vers l'océan, jusqu'à ce qu'elle disparaisse elle-même dans les flots. Depuis, elle revient, la voix brisée par le désespoir, appelant son amour perdu dans la nuit. Un soir de juillet, Pierre, un pêcheur aguerri, était resté tard sur la plage pour réparer ses filets, profitant de la fraîcheur de la brise. Les étoiles étaient voilées, et un vent étrange faisait danser les palmiers dans des chuchotements inquiétants. Il était seul, ou du moins, il le pensait. Tandis qu'il s'occupait de son filet, un cri perça soudain l'obscurité, un hurlement long et désespéré qui semblait venir de l'eau elle-même. Pierre se redressa d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Le cri se répéta, plus fort cette fois, une plainte déchirante qui lui donna des frissons jusque dans les os. Il plissa les yeux, scrutant l'horizon sombre, mais il n'y avait rien, rien d'autre que la mer noire et les vagues qui se brisaient sur le rivage. « Qui est là » cria-t-il, sa voix tremblante. Mais le silence ne répondit que par un murmure, celui du vent qui jouait avec le sable. Il s'avança prudemment, ses pieds s'enfonçant dans le sable humide. Puis, il la vit. Une silhouette mince et fantomatique se tenait au bord de l'eau, ses cheveux longs flottant autour d'elle comme des algues. Elle portait une robe blanche, salie et déchirée, et ses mains étaient levées vers l'océan. Ses épaules étaient secouées de sanglots silencieux, et quand elle tourna la tête, Pierre croisa ses yeux vides, remplis d'une douleur infinie. La femme criarde ouvrit la bouche, et un autre cri s'échappa de ses lèvres, un son si perçant et si chargé de désespoir que Pierre sentit les larmes monter à ses yeux. La douleur de cette femme, même après la mort, était palpable, et il ne pouvait que se tenir là, impuissant, paralysé par le chagrin qu'elle projetait. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, elle se laissa tomber dans l'eau, et la mer sembla l'engloutir en silence. Le cri s'arrêta brusquement, laissant la nuit froide et vide. Pierre, encore secoué, se hâta de retourner chez lui. Il raconta son expérience aux anciens, qui hochèrent la tête avec une tristesse empreinte de respect. « Elle cherche encore » murmura l'un d'eux. « Elle pleure son amour perdu, et ses cris rappellent aux vivants que certains chagrins ne meurent jamais. » Depuis ce soir, Pierre n'a plus jamais osé rester tard sur la plage. Et lorsqu'une nuit sans lune descend sur Tartane, les habitants restent chez eux, écoutant parfois, à travers le bruit des vagues, ce cri désespéré qui continue d'appeler un amour que l'océan ne rendra jamais. Dans la petite ville de Trinité,
niché sur la côte atlantique de la Martinique, il existe une maison que tout le monde évite. Une vieille bâtisse aux volets grinçants et à la façade écaillée, abandonnée depuis des décennies, mais pas complètement oubliée. Les habitants l'appellent la maison des marionnettes, un nom qui, à lui seul, suffit à donner des frissons aux plus braves. Car dans cette maison, des marionnettes semblent avoir une vie propre, se déplaçant et chuchotant des secrets que personne ne veut entendre. L'histoire commence avec Julien, un jeune photographe passionné par les lieux abandonnés et les histoires de fantômes. Fasciné par les récits de la maison des marionnettes, il décida un jour de la visiter pour capturer des images qu'il espérait spectaculaires. Il arriva un après-midi nuageux, son appareil photo autour du cou et une lampe torche à la main. La maison semblait plus menaçante en personne, ses murs en bois fissurés, et une étrange odeur de poussière et de cire fondue planait dans l'air. Julien poussa la porte d'entrée, qui s'ouvrit avec un long grincement. À l'intérieur, l'obscurité semblait l'attendre. Le salon, recouvert de toiles d'araignée, était rempli de marionnettes de toutes formes et tailles, suspendues à des fils usés. Certaines étaient de petites poupées de bois aux vêtements colorés, d'autres de grandes figures aux traits étrangement humains. Les yeux peints des marionnettes semblaient le suivre, observant chacun de ses mouvements. Il commença à prendre des photos, mais un frisson lui parcourut le dos lorsqu'il réalisa que l'une des marionnettes, une poupée à la robe bleue et aux cheveux noirs, avait changé de position. Il s'approcha pour vérifier, se disant qu'il avait dû rêver. Mais lorsqu'il se retourna pour regarder une autre, un bruit léger, comme un murmure, s'éleva dans la pièce. « Pars » disait une voix, basse et tremblante. Julien sentit la peur se nouer dans sa poitrine. Il balaya la pièce avec sa lampe, mais il n'y avait personne. Alors qu'il se préparait à partir, il vit quelque chose qui le glaça, une des marionnettes géantes, un homme en costume victorien, bougeait. Ses articulations de bois craquaient doucement tandis qu'il tournait lentement sa tête vers Julien. Le photographe sentit ses jambes se transformer en plomb, incapable de bouger ou de crier. « Pourquoi nous déranges-tu » murmura la marionnette, ses lèvres de bois s'ouvrant et se fermant comme une bouche vivante. Julien recula, trébuchant sur un vieux fauteuil, et tomba lourdement sur le sol. Les autres marionnettes, suspendues au mur, commencèrent à s'agiter, leurs fils tremblotant comme si un vent invisible les secouait. Le chuchotement devint un brouhaha, un mélange de voix aiguës et graves qui semblaient provenir de toutes parts. Les poupées chantaient un refrain sinistre, des mots incompréhensibles, comme un rituel maudit. Réunissant le peu de courage qui lui restait, Julien se redressa et courut hors de la maison, son appareil photo se balançant contre sa poitrine. Il ne s'arrêta qu'une fois arrivé au centre de Trinité, où il s'effondra, essoufflé et les yeux écarquillés de terreur. Il raconta son histoire à quiconque voulait l'écouter, mais beaucoup se contentèrent de secouer la tête, disant que la maison avait toujours été maudite. Les anciens, cependant, comprenaient. Ils se souvenaient de l'homme qui avait vécu là, un marionnettiste talentueux mais hanté par la perte de sa fille, morte trop jeune. Il avait construit des marionnettes en son honneur, mais on dit que son chagrin les avait ensorcelées, donnant vie à ces créatures de bois. Aujourd'hui encore, la maison des marionnettes reste fermée, et personne ne s'en approche, de peur de réveiller les poupées maudites qui chuchotent encore, attendant une âme imprudente à piéger. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.